Bonjour à toutes et à tous. Je suis Paul Cloître, associé de chez Valmen Consulting, cabinet de conseil expert en assurance de personnes. Je vous remercie pour votre participation à ce webinaire sur le thème de l'actuariat connecté. Vous aurez la possibilité de poser vos questions tout au long de ce webinaire à travers le chat et nous y reviendrons en fin de présentation. Tout d'abord, pourquoi ce webinaire? Nous avons souhaité vous démontrer les enjeux de l'industrialisation des processus actuariels au sein d'un groupe de référence en assurance, l'AG2R, la mondiale. Nous allons vous parler de ce retour d'expérience avec nos invités, Anne-Charlotte de Régnac, directrice actuariat produit de l'AG2R La Mondiale, Madame Muriel Melot, directrice du pilotage transverse de l'AG2R La Mondiale, Monsieur Geoffroy Lemaître, directeur de projet Anaplan d'Atcan. Bonjour Paul. Anaplan étant la solution choisie pour l'industrialisation des processus actuariels et Atcan étant la société d'intégration d'Anaplan et de développement d'Anaplan. Monsieur Ardeshir Keshavarz, manager de projet SI chez Valmen Consulting. Les enjeux donc de l'industrialisation des processus au sein de la direction technique. Comme nous l'abordons souvent lors des travaux actuariels, nous parlons essentiellement de données, de consolidation, d'agrégation. Ardeshir, première question, de quelles données parlons-nous tout d'abord? Bonjour Paul et bonjour tout le monde. Alors les données dont nous parlons, ce sont les fameuses données de gestion que la direction technique collecte par les services, par les systèmes de gestion bien évidemment, mais différentes sources possibles et imaginables. Et ça peut être par le biais des infocentres, des data marts, des data warehouse ou tout simplement des fichiers à plat. Et avec des différentes extensions possibles. Voilà, ces données-là dont on parle. Très bien. Nous avons effectivement le traitement de ces données, les ajustements, les agrégations, mais nous avons aussi la volonté de montrer l'outillage et également de parler des processus, de l'industrialisation des processus, et en l'occurrence, nous allons parler du processus d'élaboration des comptes de résultats en collectif et des outils, notamment Excel. Oui. Alors, je tiens d'abord à préciser, pour moi, Excel est le meilleur ami de l'actuaire. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Mais en même temps, c'est son pire ennemi. Alors, pourquoi son pire ennemi? Parce que, comme vous le savez, depuis des normes comme Solvency, on demande aux actuaires et aux collaborateurs de la direction technique de garantir une parfaite traçabilité des données, l'auditabilité bien évidemment, et l'application des formules pour produire les comptes de résultats. Et ça, c'est un premier point. Et en l'occurrence, jusqu'à la preuve du contraire, Excel n'est vraiment pas le meilleur outil pour ça. Ensuite, il ne faut pas négliger le côté collaboratif des travaux de la direction technique. Et là encore, collaboratif parce qu'on doit construire ce tableau de bord avec les différents partenaires, que ce soit interne ou externe. Et là encore, bien que Excel ait fait des efforts considérables grâce à SharePoint de Microsoft, n'est pas un outil très collaboratif quand même. J'ajouterais que dans Excel, on l'a tous constaté nous-mêmes, parce que l'Excel, j'utilise moi tous les jours au quotidien aussi, on n'est pas à l'abri d'une erreur de manipulation, sur une colonne, une formule qu'on tire et qu'on oublie une cellule, etc. Donc là aussi, l'industrialisation devrait normalement permettre d'éliminer ce genre d'erreur. Et puis enfin, on sait tous que sous Excel, on a tendance à construire des tableaux de bord et de le mettre à son goût. Et c'est normal, c'est humain, c'est nous qui voulons ça. Et ce n'est pas une pratique peu courante, au contraire, et pas qu'à la direction technique, partout. À chaque fois que je vois un tableau, je veux le mettre à mon goût.
en fait. Donc ça ne contribue pas à la normalisation, harmonisation des travaux. Voilà ce que je peux dire sur l'industrialisation déjà. Et pourtant, nous avons des solutions efficaces, simples, et nous souhaitons donc en faire la démonstration à travers l'outil d'Anaplan qui est au centre de cette industrialisation. Est-ce que tu peux nous présenter quelques bénéfices, les principaux bénéfices de cet outillage? Alors, là encore, ce qu'on constate à la direction technique a pour ambition de ne plus passer 80% de son temps à consolider des données. Et il ne reste que 20% pour analyser. Au contraire, cette inversion est nécessaire. Et les bénéfices de l'industrialisation, dans ce sens, sont nombreux. Mais je vais essayer de vous en relater les plus remarquables. Tout d'abord, en premier, je devrais souligner le gain de temps que l'industrialisation peut apporter, la justesse dans les données seraient contrôlées en amont, et le gain de productivité qu'une industrialisation est susceptible d'apporter également pour une direction technique. Oui, mais il est chiffré ce gain de temps, de productivité? Alors, moi je ne voudrais pas être affirmatif, mais je peux donner une fourchette, parce que chaque contexte est différent, bien évidemment. On peut évaluer ce gain de productivité entre 40 et 60%, je dirais. Voilà, pour l'instant, c'est ce qu'on peut imaginer. Ensuite, pour moi, l'industrialisation permet, en plus du gain de temps, d'apporter l'harmonisation et la normalisation qui serait nécessaire et qui serait bien pour l'ensemble des collaborateurs de la direction technique, d'une part, mais aussi pour les gens avec qui nous collaborons en interne. L'habitude de voir toujours le même format de tableau de façon harmonisée et normalisée, ça permet mieux comprendre, mieux assimiler ces éléments-là. Et ça permet aussi, et ça je le dis sans aucune malveillance ou attention malveillante, ça permet aussi de réduire cette dépendance qu'on peut parfois constater dans les directions techniques à l'homme clé. On a tous un homme très sachant, ou plusieurs, ça peut être plusieurs hommes, clés, femmes d'ailleurs, au sens large, dans ces directions techniques. Voilà. Oui, bien entendu. Mais il n'y a pas de crainte de perte d'autonomie, du coup, au sein de ces hommes clés, justement, cette direction technique? Alors, pas tout à fait, en tout cas pour moi. Cette perte d'autonomie ressentie par les collaborateurs d'une direction technique est largement compensée par une lisibilité, une compréhension collective des travaux qu'on peut espérer in fine. Voilà. Donc, alors, le débat peut exister, mais en tout cas, c'est mon point de vue. Et bien évidemment, si on prend les 3 premiers bénéfices de l'industrialisation que je viens d'énumérer, le 4e découle de lui-même. C'est grâce à ces 3 premiers bénéfices, la communication d'une direction technique sur ses travaux avec ses partenaires ou avec des directions comme des directions financières et commerciales se voit facilitée et fluidifiée en fait. Donc ça c'est pour moi le 4e bénéfice. Alors, bien sûr, on en reparlera de ces bénéfices-là. Et puis, je tiens à préciser quand même qu'aujourd'hui notre webinaire tourne autour des processus de l'actuariat, mais aussi d'un outil qu'on appelle Anaplan, qu'on a l'intention de vous montrer les bienfaits dans cet outil. Et Anaplan est un outil en mode SaaS. Et qui dit mode SaaS permet un partage, et soit partiellement ou totalement, des tableaux de bord et des travaux, par exemple des analyses, avec nos partenaires, que ce soit des courtiers, que ce soit des délégataires, que ce soit des co-assureurs et assureurs, ou tout simplement des conseils dans le cadre de CCN, par exemple. Souvent, on a des conseils auxquels on a affaire, où, in fine, le client lui-même, il peut parfaitement y accéder. Voilà. Mais est-ce que concrètement, cela veut dire que des interlocuteurs internes comme externes pourraient avoir accès à un Anaplan ou à des tableaux de bord ou partiellement? Oui. Alors on peut parfaitement, selon les profils des gens à qui on accorde ces accès, leur montrer uniquement les éléments dont ils ont besoin de voir et pas plus.
Donc l'étanchéité existe et existera et on peut parfaitement le canaliser. Ensuite, alors, dans les bénéfices que je peux énumérer, la direction technique a pour objectif de constater une situation du passé, du présent, et se projeter vers l'avenir sur un ou plusieurs exercices, bien évidemment. Et dans ces projections, pourquoi ? Pour pouvoir en déduire des méthodes d'indexation ou révision tarifaire dans une campagne de renouvellement, par exemple. Et là aussi, le bénéfice de l'industrialisation, c'est de pouvoir se projeter, et suivant les différentes méthodes de projection possibles et imaginables, de façon immédiate, j'allais dire. Ces méthodes permettent de se projeter de façon immédiate. Ça, c'est l'un des bénéfices en plus que je peux rajouter, Paul. D'accord, donc pour construire les différents scénarios, mais les directions techniques ont leur pratique déjà, ont leur méthode. Est-ce que ça veut dire que l'on peut les intégrer, ces méthodes déjà pratiquées, dans l'outil Anaplan ? Absolument. On peut les intégrer. Alors, pour les initiés, bien sûr, il y a différents types de méthodes. La méthode Chandler, il y en a d'autres que je ne veux pas citer parce que ce n'est pas mon métier à moi. mais il en existe plein d'autres. Donc, on a pris pour partie, par exemple, dans le retour d'expérience qu'on vous fait aujourd'hui chez AG2R La Mondiale, d'en implémenter plusieurs de méthodes. Et puis permettre à un chargé d'études, par exemple, en constatant ses projections par rapport à ces méthodes, de choisir le meilleur, le plus adapté au contexte, tout simplement. Je terminerai dans l'énumération des bénéfices par la promesse de ce webinaire, c'est faire gagner des points de marge à nos clients, en fait, tout simplement. Donc, comment il s'agit d'analyser, après tout ce qu'on vient de dire, d'analyser des tableaux de bord, suivant les méthodes qu'on vient d'énumérer, de voir quelle serait, dans une campagne de renouvellement, la meilleure indexation possible pour une meilleure configuration tarifaire pour les clients. Et c'est comme ça qu'on arrive à réduire, en fait, suivant ces analyses, on arrive à réduire la contribution de nos clients, des cotisations, et de leur permettre de gagner des points de marge. Et c'est pas négligeable. Quand on a affaire à un grand groupe, ça peut se chiffrer parfois à plusieurs millions d'euros. Et par le temps de crise que nous vivons en ce moment, on est tous à la recherche de ces points de marge. Voilà. Bien entendu. Anne-Charlotte, Ardeshir vient de présenter l'industrialisation et ses bénéfices. Comment s'est passée l'industrialisation chez vous et êtes-vous d'accord avec l'ensemble de ces bénéfices ? Alors déjà, je rejoins complètement Ardeshir quand il dit qu'Excel, c'est notre meilleur ami et notre meilleur ennemi. C'est notre quotidien et j'irai plus loin, je parlerai d'Excel, mais en actuariat, je parlerai aussi SAS plus Excel. Et déjà, quand on cite ces deux outils, on voit tout de suite qu'il y a des ruptures de processus et donc des risques opérationnels importants. Alors, avant de vous parler des bénéfices de l'industrialisation, j'aimerais qu'on fasse un pas de côté sur le métier de l'actuaire produit. Et il a 3 casquettes, cet actuaire produit. Une première casquette qui est autour du pricing des produits, une deuxième casquette qui est sur l'évaluation du risque et son évolution, ainsi que l'évolution des comportements des clients face à des sujets comme de la résiliation ou de l'élasticité au prix. Et enfin, l'analyse de la rentabilité de nos offres et la proposition de leviers pour accroître cette rentabilité avec bien évidemment une volonté de l'accroître en volume, en euros, et pas uniquement sur notre indicateur de ratio sinistre sur prime. Alors dans l'aventure Anaplan, on a fait le choix de construire nos outils de demain sur cette troisième casquette qui est l'analyse de la rentabilité des offres. Et je parle bien d'aventure parce que finalement le chemin a été aussi intéressant, voire plus intéressant que la cible. Ardeshir en tant que directeur du programme et Muriel en tant que directrice du pilotage opérationnel transverse nous ont proposé de construire ces outils dans un mode agile.
Et donc c'est directement des collaborateurs, enfin une collaboratrice, enfin deux, parce qu'il y a eu on le verra, mais deux types de développement, mais une collaboratrice de l'actuariat produit, qui a été product owner, et donc c'est elle qui a porté le besoin métier, qui a priorisé les développements métiers qui donnaient lieu à différents sprints, et qui a été en dialogue permanent avec les modèles builders pour la construction de ces outils. Alors évidemment, toute la direction l'a accompagné pour que finalement ces outils ne soient pas la reproduction du processus actuel, mais que ça permette d'aller plus loin, et donc dans cet intérêt d'industrialisation. Et donc pour cet accompagnement, on avait des ateliers hebdo de suivi du projet en interne direction actuariat. Et cette façon de travailler a aussi été favorisant pour l'accompagnement au changement. Puisque quand on déploie un nouvel outil dans des équipes, ce qui est clé, c'est que ces équipes quittent Excel pour aller sur cet nouvel outil et voient tout de suite l'intérêt d'aller sur cet outil, sinon il n'y a pas de bénéfice à l'industrialisation. Alors si on fait un petit retour en arrière, l'année dernière, pratiquement il y a un an, début du confinement, on a basculé sur cet nouvel outil avec une première brique qui a été mise en production. Et donc là, tout de suite, je crois qu'on a vu les effets, les bénéfices de cette industrialisation avec moins de rupture de processus, moins de risques d'erreur, une piste d'audit qui est native à l'outil et aussi des gains de productivité immédiats. Alors c'était un challenge un peu audacieux dans ce mode de travail à distance de faire une mise en production dans ce contexte-là. Mais je crois qu'on a été vraiment heureux. Il y a eu un vrai engouement des équipes à travailler sur cet nouvel outil qu'ils avaient eux-mêmes construit et dont ils avaient suivi l'évolution au fur et à mesure des sprints. Très bien, très, très positif et vraiment très encourageant. Je vous propose maintenant d'aborder l'aspect outil et l'intégration d'Anaplan au sein du système d'information. Donc, dans le cadre de cette approche, Ardeshir, quelle est la marche à suivre pour intégrer Anaplan au sein du système d'information? Tout à fait. Alors oui, la première étape, bien évidemment, ça tourne autour de data, des données. Sans les données, on ne peut rien faire, aucun tableau n'est possible. Alors la première étape, donc les données, mais il faut aussi commencer par les identifier, ces données. L'identification, c'est une phase fastidieuse, ça prend du temps, mais c'est nécessaire. Mais je dirais même, après, il faut les structurer. Donc la phase de structuration, c'est une phase importante également dans ce processus. Donc nous avons fait le choix chez AG2R Mondial, dans notre expérience récente, là, de structurer et typer les données en 3 catégories. Donc les données brutes, les données qu'on reçoit des systèmes de gestion ou différentes sources, bien sûr, c'est comme ça qu'on les appelle, les données brutes. Les données structurées, et là on prend les objets métiers, contrats, cotisations, prestations, et on commence à structurer les données qu'on reçoit, comme on voudrait qu'elles soient, et puis les données à valeur ajoutée. Alors, je vais insister sur la phase de structuration parce qu'on a fait l'expérience nous-mêmes. On a commencé par introduire de l'intelligence métier dans la structuration et on s'est aperçu, heureusement très rapidement, que ça complexifiait le modèle et ce n'était pas la bonne chose vraiment à faire. Donc soyez vigilants à cette étape de structuration. Le modèle doit rester simple pour pouvoir recevoir, puisque les sources peuvent varier, recevoir des différentes sources, des données dont on a besoin pour le travail d'actuariat. Voilà. Mais de quoi parlons-nous en matière de données à valeur ajoutée, concrètement? Alors, ce que nous appelons, nous, la valeur ajoutée, c'est la valeur métier, bien évidemment, en l'occurrence, la valeur pour l'actuel. Et donc là, si je prends un exemple d'offre qui est composée de produits, d'options, de garanties, des catégories socio-professionnelles à qui c'est destiné ces offres, et bien justement, l'exemple simple, puisqu'on est dans le collectif, ça pourrait être de prendre le parti, de distinguer les données de la catégorie socio-professionnelle cadre des non-cadres en amont
de l'injection et consolidation dans un implant, par exemple. D'accord. De cette façon-là, le travail est aisé et d'emblée, et en dehors d'un implant, si jamais on a besoin d'utiliser ces données, c'est aussi accessible de cette façon-là. D'accord, donc c'est très clair au niveau de cette première étape. Donc la suite? Alors, la suite, la seconde étape, une fois qu'on a bien travaillé sur la structuration des données, consiste dans un implant à construire un modèle d'architecture technique. Alors, modèle d'architecture technique, comme son nom indique, c'est technique, et ça peut ne pas parler au grand monde. Mais vous allez voir aussi que dans un implant, cette façon d'architecturer les choses, c'est assez visuel et c'est assez intuitif, je dirais, selon les objets métiers qu'on veut exploiter. Donc là, avec Geoffroy, et qui va prendre la main et qui va nous partager son écran, on va pouvoir vous donner un petit aperçu de ce que ça peut être. Geoffroy, je t'en prie. Bien sûr, merci. Catherine, si vous voulez bien partager mon écran, merci. Donc, pour présenter un implant, je dirais que c'est une plateforme collaborative, cloud, temps réel, qui va permettre de modéliser un grand nombre de processus et c'est vraiment transverse dans le monde de l'entreprise. On va pouvoir modéliser les processus de la finance vers la vente, en passant par la supply chain et la RH. On va pouvoir aussi modéliser des processus qui sont totalement métiers, comme le retour d'expérience qu'on fait aujourd'hui, sur un domaine très particulier qui est la production des comptes clients dans le monde de l'assurance. Et donc, pour présenter le modèle technique dans un implant, de manière générale, on a une fonction qui s'appelle le modèle map dans un implant, qui permet d'avoir une vue d'ensemble de l'ensemble des modules qui ont permis de construire ce processus. Et donc on peut voir aussi, si je clique sur un module, de voir les interactions qu'il y a entre ces différents modules. Et je vais pouvoir aussi, par exemple, double-cliquer sur un module et ouvrir ce module. Et donc là, j'ai pris l'exemple d'un module de données qui est à l'image d'une extraction des systèmes de gestion, totalement à l'image. C'est un module totalement à plat avec des ID. Donc, si je reviens sur le modèle map, ce qu'on peut voir, de manière générale, les modèles se construisent de cette manière, c'est qu'on va avoir des modules sur la partie gauche qui sont des modules à plat, des modules de données, qui correspondent aux données brutes, comme tu en parlais, Ardécha, tout à l'heure. Sur la partie centrale, on va avoir tous les modules qui correspondent à la construction des fonctionnalités, très métiers. Et sur la partie droite, on va avoir plus des modules de reporting qui vont consolider toutes ces données qu'on a produites pendant le processus. Voilà. Tout à fait. Très bien, merci Geoffroy. Donc, nous sommes impatients de voir la suite, Ardéchir. Alors, la suite. Alors, une fois qu'on a bien structuré le modèle d'architecture technique dans un implant, la suite, c'est un découpage macroscopique des fonctionnalités du métier d'actuaire, en fait. Et je dirais que nous pouvons les classer en deux grandes catégories, sauf si Anne-Charlotte n'est pas d'accord, mais je pense qu'elle sera d'accord. D'abord, la construction des comptes consolidés. Et une fois que cette construction est faite, aller vers la partie décomposition et projection. Donc voilà. À ce stade, donc, la direction technique a un travail important à faire avec nous, si ça n'a pas été déjà fait, c'est de segmenter son portefeuille, de bien définir ce qu'ils veulent constater ensuite. Ça, c'est un travail très important. Un autre travail important, c'est parce que dans un implant, c'est un suivi très paramétrable, donc définir les paramètres de référence. Quand je sors, par exemple, on va donner un exemple tout à l'heure, le pourcentage de PMSS, il ne faut pas qu'on loupe ce pourcentage-là. C'est souvent d'ailleurs des cotisations en collectif sont calculées à partir de ce paramètre. Donc voilà. Donc ce sont des choses qui sont très importantes et donc dont il ne faut pas s'en abstraire tout de suite parce que après, c'est de cela que ça dépend. Le réajustement qu'on compte mener, soit de façon massive sur les segments ou soit de façon individuelle. Voilà, c'est ça la suite. D'accord. Ok. Donc les besoins sont différents. Un besoin actuariel ou un besoin au niveau de la souscription n'est pas le même. Des différents modèles ont été effectivement créés. Comment pouvons-nous gérer, et savons-nous gérer, deux types de modèles dans un appelant? Comment ça s'intègre? Alors oui, les différents types, on va le montrer tout à l'heure, sont possibles. On peut créer, et on a été d'ailleurs amené dans l'expérience à G2R La Mondiale, de créer deux modèles différents. Un modèle pour l'actuariat et un modèle pour la souscription, parce que les usages ne sont pas les mêmes, bien évidemment. La maille à laquelle on traite les informations ne sont pas les mêmes non plus.
Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons œuvré pour construire nos différents modèles. Alors, à des mailles différentes. À des mailles différentes. Je vais donner un exemple. Tout à l'heure, on prendra un exemple pour la souscription. On pourra aller même à la maille de l'acte de prestation. Donc, voilà. Donc, je vais demander à Geoffroy de nouveau d'intervenir, puisque c'est lui notre maître à tous sur un appelant. Merci. Pour nous montrer quoi, en fait? Dans un premier temps, il va nous montrer 2 états récapitulatifs, qui vont retracer pour la direction actuarielle les cotisations, par exercice bien sûr, les cotisations, les prestations, les taux, les pannes, les PSAP, et ainsi de suite. Voilà, Geoffroy, tu peux prendre la main. Merci Ardéchir. Très bien, super, mon écran est partagé. Donc, je vais vous présenter le modèle d'actuariat. Je vais mettre dans la peau d'un chargé de compte. Donc, dès lors que les données sont chargées en provenance des systèmes de gestion, je vais pouvoir avoir accès à un état récap immédiatement et je vais pouvoir, à travers cette page par exemple, avoir une vision brute de mes données. C'est une plateforme multidimensionnelle, donc on consulte l'information selon des axes d'analyse. Ici on a l'assureur, on va avoir, je peux cliquer sur un assureur évidemment, ou voir l'ensemble des assureurs. J'ai ici, je peux consulter l'information par année de survenance, je peux consulter sur l'ensemble du portefeuille collectif, ici je vais me concentrer dessus, et on va pouvoir observer l'information au travers de segments techniques, ici dans le modèle actuariat. Ici on a un nom comme CITA par exemple, et on a aussi des sous-segments pour aller un peu plus dans le détail. Et je vais pouvoir évidemment observer surtout mes indicateurs métiers, à savoir d'abord des indicateurs sur les cotisations, les primes commerciales totales, on a aussi des primes acquises non émises, à savoir les pannes. Sur les prestations, on va avoir les prestations totales, on va avoir qui vont avec les provisions pour sinistres à payer, à savoir les PSAP. Et surtout, l'indicateur le plus important, c'est évidemment la rentabilité, et donc c'est le S sur P de ce compte. En l'occurrence ici pour le portefeuille collectif. Je tiens à préciser que les données qu'on voit ici sont des données complètement fictives. Oui. Merci Ardéchir. voilà. Cela n'a rien à voir avec les proportions qu'on peut manipuler chez la GSR mondiale. Ardéchir, c'est les vrais. Donc on peut voir ici dans cette vision brute, je vais pouvoir observer l'évolution de mon S sur P, et on peut voir ici à 99,7 qu'il est, presque déficitaire. Et ceci, donc à partir de là, je vais pouvoir maintenant démarrer mes travaux de chargé de compte et me concentrer sur les primes acquises non émises par exemple. Donc si je vais sur les cotisations, ici, j'ai une fonctionnalité qui me permet de définir un périmètre significatif, ce qui permet d'exclure, par exemple, un segment qui serait trop récent et sur lequel on n'aurait pas assez d'historique pour calculer des moyennes, par exemple. Donc je vais pouvoir ici, par exemple, filtrer et exclure la gestion déléguée. Je vais pouvoir exclure l'actif si j'en ai envie, si j'en ai la nécessité. Donc ici, je vais exclure la gestion déléguée, par exemple, et je vais avoir en dessous des triangles de consommation, des triangles de cotisation, pardon. Et je vais avoir ici un triangle de taux de montée en charge pour les cotisations, qui est une préconisation qui est basée sur un calcul d'une règle de métier, évidemment. Et donc je peux choisir en tant que chargé de compte de m'appuyer, je vais prendre cette valeur-là, je peux m'appuyer sur cette valeur, me dire ok, cette préconisation est bonne, je m'appuie dessus, je fais confiance à la règle de métier qui est calculée derrière, je vais valider que je prends bien en compte cette valeur, je vais faire la même chose sur un autre segment, ici, voilà. Tac. Et je vais pouvoir après retourner sur mon état récap et voir dans quelle mesure ça a eu un impact sur mon compte de résultat. Donc je vois qu'effectivement ça a bien généré une panne dans mon compte de résultat. Je peux faire exactement la même chose de la même manière sur les prestations. Donc si je vais sur le cadencement des prestations, je vais obtenir aussi un triangle de prestations, de la même manière pour les taux de montée en charge. Et il est à noter, pardon, je n'ai pas fait remarquer, qu'on travaille sur un arrêté comptable, ici sur décembre 2019, donc on observe l'ensemble de la survenance 2019 pour ce compte. Et de la même manière, je vais faire confiance à cette préconisation et je vais valider que je ne vais pas saisir, mais j'aurais pu effectivement saisir au travers de mon expertise une autre valeur qui serait plus pertinente. Je retourne sur mon état récap et ici je vois qu'effectivement j'ai bien une PSAP qui a été enregistrée
Et donc tout ceci a fait évoluer mon S sur P qui maintenant est déficitaire. Et donc l'idée c'est de, à partir du moment où j'ai un compte de résultat j'ai fait mes travaux de chargé de compte, j'ai enrichi, j'ai complété ce compte de résultat, maintenant il s'agit de pouvoir expliquer ces chiffres et de voir dans quelle mesure, pourquoi est-ce qu'on est passé d'une S sur P positif en N-1 à un S sur P négatif en N. Voilà. Très bien. Merci Geoffroy pour cette présentation. Anne-Charlotte, souhaitez-vous ajouter un commentaire à cette présentation, notamment, toutefois sommaire par rapport aux travaux que vous avez réalisés dans Anaplan, mais souhaitez-vous apporter un complément? Oui, merci Geoffroy pour ta présentation qui est très claire et reflète bien ce que fait un chargé d'études actuarielles. La première étape quand il élabore les comptes de résultats, et donc on est dans un outil où on a reproduit un processus. Donc dans ce processus, effectivement, il y a cette première étape d'évaluation des provisions, et puis il y aura cette deuxième étape qui est une étape d'analyse où là on va décomposer les dynamiques de chiffre d'affaires et de rentabilité pour nous permettre de comprendre ces dynamiques et de proposer les meilleurs leviers d'optimisation de la marge. Ce qu'on ne voit peut-être pas bien là quand on fait cette présentation, c'est qu'on a une capacité donc à scinder le portefeuille en sous-segments, et donc ça va permettre un travail collaboratif à plusieurs et une parallélisation des travaux sur un même objectif de l'analyse de rentabilité globale du portefeuille. D'accord, c'est très clair. Merci. Donc les tableaux de bord, nous venons de voir les tableaux de bord. Maintenant, nous allons pouvoir présenter les projections, les scénarios de projection. Oui, tout à fait. Là, on va passer dans une autre étape parce que, comme je vous ai dit, deux grandes catégories de fonctionnalités. Là, on vient de voir la première partie du travail de l'actuaire. Là, on va prendre, comme disait Anne-Charlotte, la seconde partie. C'est comment le portefeuille, tel qu'on voit ici, est décomposé. Et quelles seront les projections qu'on pourra imaginer suivant les méthodes qu'on a dit. Donc vas-y Geoffroy, je t'en prie. Donc, pour expliquer cette décomposition, on a un certain nombre d'indicateurs qui sont disponibles, qui sont des indicateurs totalement métiers, comme les résiliations, les indexations, les dérives et impacts réglementaires, les affaires nouvelles. Et donc ces indicateurs vont impacter soit les cotisations, soit les prestations, et donc vont impacter la marge. Et donc chacun de ces indicateurs correspond à une fonctionnalité dans un Anaplan qui a été mis en œuvre et qui est à la main de l'utilisateur et qui va pouvoir, à travers ces indicateurs, produire des préconisations et toujours saisir évidemment dans la mesure où ce serait plus pertinent. Et donc ici, si je me focalise sur, je vais passer sur la projection, donc, là on a expliqué à travers ces indicateurs le passage de N-1 à N, et on peut faire exactement la même, mais dans une démarche de projection. Donc on va pouvoir projeter l'information de N vers N+1 et de N+1 vers N+2 au travers de ces mêmes indicateurs. Et donc ici, par exemple, sur l'indexation N+2, je peux aller sur cette fonctionnalité de l'indexation et choisir, ici on a 3% qui est indiqué sur un segment, mais je peux, donc si je valide ces 3%, ça va s'appliquer à l'ensemble de ce segment, et je peux aussi choisir de déroger à la règle et de me dire, sur un sous-segment, non, ce sera plutôt 8% finalement, donc je vais cliquer et valider que ce sera 8%. Ici, je vais rester là-dessus et je vais, par exemple, prendre un taux qui n'a fonctionnellement aucun sens, je pense, 25% d'indexation. Là, tu perds tous tes clients. Là. Oui, c'est... Voilà. Et donc, si je retourne sur la projection, donc là, on va voir qu'effectivement, ça a eu un impact sur ma marge et qu'on est maintenant positif. Donc, c'est le rêve de tout assureur. Un petit peu violent quand même. Peut-être l'étaler. Mais bon, en synthèse, ce qu'on peut dire sur ce modèle, c'est qu'on a pu voir qu'on pouvait consulter un état récap avec une vision brute, qu'on pouvait mener ses travaux au niveau des pannes et des PSAP, qu'on pouvait expliquer les dynamiques, on pouvait surtout décomposer, donc expliquer les évolutions de N-1 à N, et faire de la projection au travers de différents indicateurs. Oui. Peut-être une chose que je n'ai pas montrée, mais qui me paraît, je me permets de revenir dessus, qui me paraît vraiment importante. Si je reviens sur les prestations, quand même, on est sur un progiciel, et donc justement le bienfait de ce progiciel par rapport à Excel, c'est que par exemple, si sur une donnée qui est saisissable, donc toutes les données qui sont importées ou saisies dans un Anaplan,
je vais pouvoir faire, donc c'est à la main de l'utilisateur, hein, je vais pouvoir faire un clic droit, faire un show historique, qui est une fonctionnalité standard, et demander un historique des 7 derniers jours. Donc je vais pouvoir, donc ça c'est à la fois utile pour un chargé de compte, mais aussi surtout pour un manager qui présenterait par exemple ces chiffres à un directeur, et le directeur qui pourrait émettre un doute, et donc on pourrait aller voir directement. C'est surtout important pour les commissaires aux comptes, pour la CPR, voilà, pour les organismes, tout cela tout aussi. Et c'est ce qu'on disait, Solvency nous oblige maintenant de garantir une traçabilité et auditabilité des données. Voilà. Très bien, merci. Très bien. Vous aviez donc expliqué la différence entre la souscription et le modèle actuariat. On est donc à une maille très différente. On revient sur ces éléments-là. L'actuariat à une échelle globale, la souscription à une maille contrat client. Oui, tout à fait. Alors, la souscription peut aller et va devoir aller pour les besoins des clients, tout simplement, qui veulent voir les consommations en fonction des catégories, tout ça, à une maille beaucoup plus fine, comme je disais tout à l'heure, à la maille jusqu'à l'acte de prestation. Donc, et il faut juste se rendre compte que parfois, notamment pour des grands groupes comme AG2R La Mondiale, cela représente des volumétries très importantes et parfois vertigineuses. Et donc, et dans tout outil, hein, même dans Excel, nous avons une limitation, bien évidemment. Et cette limitation existe aussi dans un plan. J'en vous en parle parce que même pour des volumétries très importantes, nous avons réussi à offrir ce qui est nécessaire pour l'analyse de la souscription, l'analyse plus fine dans un plan. Alors, Geoffroy va commencer à vous montrer la partie souscription, le modèle souscription. Vas-y, Geoffroy, je t'en prie. Merci. Donc, effectivement, je vais vous présenter le modèle souscription. Ici, on est sur la production de comptes clients sur mesure et conventionnels. Et dans le cadre pour le cas des sur-mesures, on peut avoir un nombre de clients très important. Ça peut se compter en centaines, voire en milliers, en fonction de l'assureur. Et donc, on a déjà un premier besoin de lotir, de faire des lots de comptes pour pouvoir les affecter à des chargés de compte et produire ces comptes, et surtout pour les managers de pouvoir suivre l'avancée et valider chacun de ces comptes au travers de ces lots. Donc ici on a une illustration, je vais avoir chacun de mes comptes affectés à des lots, je vais avoir des premières indications sur les cotisations et sur les S/P. Et ici on peut valider et avoir une illustration graphique de l'avancée des travaux. Donc chargé de compte, de la même manière que pour l'actuariat, je vais pouvoir, dès lors que mes données sont chargées, consulter une première synthèse. Donc ici, cette synthèse, elle va toujours de façon multidimensionnelle. Hein. Je vais avoir ici l'ensemble de mes comptes. Donc, je vais me concentrer sur le compte VIN, par exemple. Je vais pouvoir consulter l'information par année de surveillance. Je vais pouvoir consulter les indicateurs, les principaux indicateurs financiers, donc les cotisations, les charges de sinistre et les surpaies, évidemment. Je vais pouvoir aussi consulter, observer des données de démographie avec les ouvrants droit et les bénéficiaires. Je vais pouvoir observer une répartition de ces cotisations par trimestre, par exemple. Et je vais aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que je peux mettre en place des indicateurs d'évolution. Donc ici, je vais pouvoir suivre l'évolution de mes cotisations et de mes charges de sinistre. Ce qui est assez intéressant dans un appelant, c'est qu'on va pouvoir mettre en place des contrôles de cohérence assez sophistiqués. Hein. On peut aller très loin dans la modélisation. Et ici, par exemple, je peux voir que sur un contrôle de cohérence relatif à l'évolution des cotisations N-1, j'ai un contrôle qui est à rouge, donc qui a priori, cette évolution est anormale par rapport au palier qu'on a fixé. Donc je peux aller me focaliser sur la répartition de mes cotisations par trimestre, et je vois qu'effectivement mes cotisations sont inférieures à l'année précédente, alors que je connais mon compte, je sais qu'il a progressé, et donc a priori c'est une anomalie. Si j'investigue en interne, je peux me rendre compte éventuellement par exemple que ça peut être un incident de gestion, que les données ne sont pas remontées des systèmes de gestion, notamment pour les populations cadres par exemple. Donc je vais pouvoir aller avoir une action par rapport à ça. Sur cette synthèse aussi, je vais avoir des informations relatives aux prestations, plus à la consommation, donc ici par poste, donc on voit le dentaire, l'hospitalisation et l'optique par exemple. Mais si je me focalise sur les cotisations, il faut que je corrige cette anomalie, qui ne peut pas être corrigée pour l'instant dans le système de gestion, donc je vais aller faire une saisie additionnelle. Ah.
Et ici, donc, j'ai préparé ma saisie additionnelle qui va porter toujours sur ce compte VIN, sur l'année 2019, et je vais choisir les populations cadres au travers du regroupement. Ici, comme tu en parlais tout à l'heure, Ardèchir déjà. Alors, il est noté que la création des regroupements dans un applant, c'est une fonctionnalité importante dans ce modèle, et donc qui est à la main des utilisateurs. Chaque utilisateur va pouvoir créer ses propres regroupements pour chacun de ses comptes, en combinant des notions, ça peut être les contrats, les catégories par exemple. Voilà, donc ici, je vais choisir les cadres, je vais choisir de saisir 1 200 000 € de cotisation par exemple, et je vais pouvoir, en retournant sur ma synthèse, voir dans quelle mesure ça a eu un impact sur mon contrôle de cohérence. Une fois que mon contrôle est au vert, parfait, effectivement mes cotisations ont augmenté, et je vois surtout que mon S sur P a évolué, et que maintenant il était déficitaire tout à l'heure, et que là il n'est plus déficitaire. Très bien, à partir de là, je vais pouvoir... je me suis concentré sur les cotisations, je vais pouvoir maintenant me concentrer sur les prestations par exemple, et je vais pouvoir aller faire une analyse de la consommation au travers des prestations acte par acte. Et en tant que chargé de compte, dans cette page, je vais pouvoir consulter l'information, toujours de façon multidimensionnelle. Je peux consulter l'information par regroupement, ici j'ai les cadres. Je vais pouvoir observer l'information, je vais pouvoir explorer la donnée. Donc ici, j'ai une vision par poste sur les optiques. Et je vais pouvoir explorer, aller très fin dans l'information, les montures par exemple. Et je vais aller jusqu'à l'acte directement. Et je vais pouvoir observer surtout les indicateurs qui me sont intéressants pour la consommation, à savoir les frais réels et surtout le reste à charge. Et donc tout à l'heure, on parlait de traçabilité. Maintenant, on peut envisager l'auditabilité surtout dans un implant. Au travers d'une fonctionnalité qui est standard, c'est le drill down. Donc, si je fais un drill down ici, je vais pouvoir, pour un auditeur, observer la règle métier derrière. Donc elle est de façon lisible, ce n'est pas des codes. Et je vais pouvoir surtout observer chacun des montants qui correspond à cette règle métier. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant, assez important dans ce type de plateforme. Voilà. À partir de là, je vais pouvoir, donc chargé de compte toujours, je vais pouvoir aller sur un état récap de la même manière que je l'ai fait pour l'actuariat. Et je vais pouvoir observer l'ensemble de mes indicateurs financiers et surtout toujours mon S sur P. Dans le cadre de cet état récapitulatif, je vais pouvoir observer toujours les informations par regroupement, ici sur les cadres par exemple. Et je vais pouvoir surtout observer l'information par contrat. Et donc, on est sur des grands comptes et qui ont énormément de contrats, un volume de données assez important, donc on peut manipuler beaucoup d'informations dans un appelant. Et ici, donc je vais pouvoir par exemple aussi une fonctionnalité assez intéressante, c'est que je vais pouvoir, pour ce module par contrat par exemple, si j'en ai besoin, si j'ai besoin de transmettre l'information à un tiers qui ne serait pas connecté à un implant, qui n'aurait pas accès au modèle, je vais pouvoir exporter l'information, ici sur Excel par exemple, toujours. La fameuse Excel. Voilà, on y revient. Je peux exporter l'information et donc si on ouvre Excel, on peut voir que c'est telle image. Si Excel veut bien s'ouvrir, ah non, Excel ne marche pas. Oui. Contrairement à l'implant. Ah oui, parce qu'on voit bien, super, très bien. Donc on voit bien que c'est à l'image du module de la page que je présentais. Et donc à partir de là, on va pouvoir se concentrer de la même manière que pour l'actuariat sur les projections. Donc je vais pouvoir créer je vais pouvoir créer des indicateurs dans le cadre des projections qui vont impacter soit les cotisations, soit les prestations. Et donc ici, j'avais préparé une indexation sur le PMSS qui est assez courant a priori chaque année. Donc ici 5% par exemple, avec une date d'effet à juin 2020. Et donc si je valide cet indicateur, je vais pouvoir après, dans la synthèse des projections, visualiser dans quelle mesure ça a fait évoluer mon S sur P. Effectivement, je vois que sur 2019, on était à 93,7 et que maintenant, mon S sur P évolue sur 2020 et 2021 de façon plutôt intéressante. D'ailleurs, là, ce que tu viens de montrer, on pourrait aussi extrapoler. On peut parfaitement mettre l'effet Covid, par exemple, bien sûr, à cet endroit. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et donc ça, c'est à la main de l'utilisateur, donc on peut créer des indicateurs comme ça en fonction et suivre la réalité économique. En synthèse, ce qu'on peut dire sur ce modèle, c'est on a vu qu'on avait pu consulter de la même manière un état récap, une synthèse sur les données brutes, qu'on a pu faire de la saisie additionnelle, qu'on a pu faire de l'export vers Excel.
qu'on a pu auditer les règles de métier et qu'on peut évidemment toujours saisir des indicateurs de projection et constater cette projection dans le futur. Très clair, merci Geoffroy pour cette démonstration qui démontre bien le travail accompli. J'aimerais maintenant que l'on s'intéresse en fait au programme et à la démarche qui a été mise en place, qui a été suivie. Et pour cela, je vais m'adresser à Muriel en tant que directrice du pilotage transverse au sein de la G2R La Mondiale pour lui demander quelle démarche a été mise en place depuis le départ du programme, puisque vous suivez ce programme depuis le début et que vous l'avez suivi tout au long du projet. Quelle méthode a été appliquée et quel est le retour d'expérience et quels sont les facteurs clés de succès de la réussite d'un tel programme? En premier lieu, on parle vraiment d'industrialisation d'un processus. Donc, il faut bien prendre le temps et la mesure nécessaire pour formaliser le processus cible qu'on veut piloter, automatiser, industrialiser. Ce mot est important. Pour cela, je dirais qu'il ne faut pas sous-estimer la difficulté à s'extraire du quotidien et des anciennes pratiques. Vous l'avez tous dit, Excel est un superbe outil, mais là, on parle vraiment de quelque chose de complètement différent. On n'est plus dans cette logique, chacun son fichier, ses macros, j'enregistre, je passe à l'autre. Et dans cette démarche, pour moi, l'essentiel, qui est la clé du succès, c'est de savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire. Autrement dit, on ne doit pas chercher à construire sur la plateforme un appel exactement la même logique, les mêmes enchaînements, les mêmes de fichiers qu'on avait dans Excel. Il faut absolument s'extraire de l'existant et il faut se concentrer vraiment sur, voilà, on veut industrialiser. Quel est en fait le dénominateur commun, le processus commun, le chaînage sans rupture, Anne-Charlotte l'a dit au tout début, sinon on tombe sur des risques opérationnels. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut améliorer et qu'est-ce qu'on veut partager? Sinon, le risque, c'est de construire une usine à gaz et à la fin, vous n'avez pas industrialisé et vous restez dans un artisanat qui n'arrive pas à passer en mode industriel. Donc ça, c'est hyper important pour moi, c'est la clé du succès, c'est cette prise de hauteur, prendre ce recul sur l'existant. Et cette prise de hauteur, autre clé de succès pour moi, elle doit être partagée par toute l'équipe. La maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, et bien évidemment en commençant par l'utilisateur final, les collaborateurs qui demain utilisent cet outil qu'on construit. Et en cela, la clé du succès, je pense, c'est aussi la méthode projet qu'on a retenue, c'est-à-dire la méthode agile. Parce qu'au fur et à mesure que l'on délivre, on voit apparaître des premiers usages à forte valeur ajoutée, on embarque les équipes et on voit bien ce processus qui se construit avec ces fonctionnalités qui arrivent les unes après les autres. Et ce travail de prise de hauteur que j'ai évoqué, ce partage au quotidien, c'est un travail qui alimente en fait les feuilles de route à la fois de la construction du modèle à valeur ajoutée et bien évidemment du modèle implémenté dans un plan. Et dernier point sur la condition du succès, parce que Anne-Charlotte l'a dit, c'est le chemin qui est aussi important que l'aboutissement. Et le chemin, on ne va pas se mentir, ça ne s'est pas fait comme ça. C'est plusieurs années et mois de travail pour arriver à mettre en prod, vous l'avez dit, en plein confinement. Et là, c'était vraiment c'était révélateur de cette forte attente qu'on avait. Donc, la dernière condition de succès, pour moi, c'est vraiment l'implication forte du métier utilisateur avec ce rôle de product owner. Et Anne-Charlotte l'a très, très vite compris, ça. Elle a anticipé en faisant évoluer l'organisation de ses équipes, les missions collaboratrices, qui du coup étaient motivées et elles ont eu la capacité à assurer ce rôle majeur tout du long du projet. Donc, si je dois résumer, conception, implication, ce sont les deux maîtres mots du succès pour arriver à cela.
Très bien, c'est très clair Muriel, merci pour ce témoignage. Anne-Charlotte, je reviens vers vous. Donc, depuis juin 2020, vous êtes sur votre nouvel outil. C'est quoi votre nouveau quotidien ? Alors notre quotidien, oui, on est sur ce nouvel outil pour une partie de l'activité et une partie des équipes. Donc déjà, on a fait un retour d'expérience sur la mise en production de ce nouvel outil. Et comme on est toujours dans cette démarche, je dirais, de projet en méthode agile, on ne s'interdit pas d'améliorer et d'aller encore un petit peu plus loin sur cette première brique d'industrialisation et sur cet outil d'analyse de rentabilité des portefeuilles. Comme on a eu un retour d'expérience quand même très positif, on a fait cette première brique sur le risque santé et donc on souhaite continuer sur le risque prévoyance et on espère que d'ici 2 mois, on pourra faire une nouvelle mise en production pour nos travaux de rentabilité sur le risque prévoyance cette fois et donc pour pouvoir faire les travaux d'analyse en vue du renouvellement du portefeuille 2021-2022. Et puis on espère aussi aller encore un petit peu plus loin avec une 3e brique qui cette fois sera ce qu'on appelle sur le pilotage de l'ensemble du portefeuille santé et prévoyance du groupe AG2R La Mondiale et là qui est de comprendre les dynamiques de chiffre d'affaires et de marge sur l'ensemble de ce portefeuille. Donc je dirais aussi qu'à chaque fois, ces développements ils représentent une très forte mobilisation des équipes métiers, comme l'a rappelé Ardéchir, Geoffroy et Muriel. Mais pour nous, on voit ça vraiment comme un investissement aujourd'hui pour construire nos outils de demain. Et puis, je dirais 2 choses aussi pour compléter ce dernier point. C'est qu'effectivement, le rôle de product owner au sein des équipes, c'est un booster, je dirais, pour le développement des soft skills. Et on sait à quel point c'est important dans le monde du travail d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'était aussi un de nos enjeux quand on a commencé à travailler sur ce sujet-là. Et enfin, dernier point, je dirais que ce nouvel outil qui complète la galaxie des outils qu'on peut avoir dans une direction actuariat, mais pour le mettre en regard par rapport à SAS et Excel, c'est aussi offrir à nos collaborateurs des outils qui sont plus up-to-date et qui sont des leviers à la fois de fidélisation et d'attractivité dans nos équipes. Très bien, merci Anne-Charlotte. Je vous en prie. Donc, on voit bien à travers ce témoignage que l'on n'est pas du tout sur un énième outil que l'on installe au sein du système d'information. Alors bien évidemment, la taille de l'AG2R, La Mondiale, a amené de gros besoins de ressources, du temps, mais il est important, Ardéchir, que tu nous exposes peut-être un peu, donner un peu de visibilité sur ce type de projet peut être mené dans des structures beaucoup plus petites, sur des durées plus courtes. Les ouvertures sont grandes. Est-ce que tu peux donner quelques règles, quelques façons de faire possibles? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, Muriel, à travers son témoignage, le mentionnait, ça ne s'est pas fait en 2 jours. Le centième qu'on vient de vous montrer. Mais selon nous, il est parfaitement, ce qu'on a expérimenté et ce retour d'expérience le montre, on est parfaitement en capacité de mettre en place ce même processus pour des structures plus petites et nous évaluons, nous estimons que ce délai nécessaire, c'est entre 4 à 6 mois. Pour arriver à ce qu'on appelle un MVP, Minimum Valuable Product, qui est une première version qui a de la valeur métier pour les gens qui vont l'utiliser. Mais je dirais que ça, c'est une première indication, ça peut aller vite. La deuxième indication ou indicateur qu'il faut surveiller, qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on arrive dans ce genre de projet, il faut que la maturité au démarrage y soit. Parce que, comme vous pouvez vous en douter, nous introduisons énormément de transformations, que ce soit des transformations méthodologiques en termes de gestion de projet,
des transformations métiers, en train de remise en cause des processus existants pour aller vers des processus cibles. Donc je dirais que ça aussi c'est un facteur à ne pas négliger. Et en dernier, pour moi, Muriel en parlait tout à l'heure, le facteur de succès de ce genre de projet, c'est d'abord que les équipes ont une appétence au changement, autrement dit pas de résistance. Une maturité à ce niveau-là également. Exactement, et qu'ils soient parfaitement, en tout cas au démarrage, à jour de ces nouvelles méthodes de travail, parce que dans ces méthodes de travail, et Anne-Charlotte l'a mentionné, le rôle de PO est central, et PO vient d'où? Vient de métier, bien évidemment. Voilà Paul, c'est ce que je voulais Très dire. bien. Merci. Eh bien, avant de regarder si on a eu des questions, Anne-Charlotte, Muriel, je souhaitais vous demander si vous souhaitiez ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit, peut-être un complément ou une information complémentaire qui pourrait être importante pour notre auditoire. Muriel, je ne sais pas si. Donc ne pas sous-estimer deux choses. C'est le travail sur le sourcing. C'est-à-dire que voilà, il y a quand même un gros travail sur le modèle de données, le sourcing. Donc si on se rate sur le sourcing, même si on est super performant sur la modélisation du process, à la fin, le rendu pourra être déceptif. Donc, quels que soient les processus qu'on va chercher à industrialiser, là on parle de production de compte client, mais on a aussi développé d'autres usages avec un appelant dans la direction. Ne pas oublier que voilà, il y a quand même un sujet à la base qui est le sourcing et le modèle qui alimente l'autre modèle. Et puis ensuite, avoir bien conscience que la conduite du changement, c'est vraiment un sujet du quotidien. C'est pas un petit peu comme les anciens projets où on exprime un besoin, on travaille pendant plusieurs mois, on livre, et puis là, au moment où on livre, on accompagne les équipes. C'est que la conduite du changement, c'est quelque chose qui se fait vraiment au fur et à mesure. Et plus on investit au départ sur cette conduite du changement pour bien entendre, voilà, au moment des premières livraisons, ce qui fonctionne pas, ce qu'il faut améliorer dans les US des backlogs suivantes, plus finalement, au fur et à mesure, on fait adhérer les collaborateurs et finalement, ils construisent leur outil de demain. Et ça, c'est super important pour moi. Voilà. C'est juste le petit mot que je voulais apporter. Que ce soit sur ce sujet de l'actuariat, on va dire connecté, mais des autres usages qu'on pourra implémenter avec la plateforme Anaplan. Très bien, merci Muriel. Merci. Anne-Charlotte, un complément ? Non, mais je rejoins complètement ce que dit Muriel, c'est-à-dire qu'on parle de conduite du changement, on parle d'appétence au changement. Je crois que personne n'a une appétence forte au changement et qu'il n'y a que la contrainte. Et on l'a bien vu d'ailleurs dans toutes ces... Enfin, si on fait une rétrospective depuis un an, on voit bien que la contrainte est un accélérateur sur le changement. Mais c'est vrai que le fait d'avoir travaillé avec un PO vraiment qui était du métier, qui portait ses besoins, qui échangeait au quotidien aussi avec les équipes. Ça, c'est un vrai facteur pour accompagner le changement. Et avec une promesse d'avoir un outil qui apporte quelque chose et qui apportera dans le quotidien. Et la promesse, elle a été au rendez-vous sur le fait de réduire le risque d'erreur, sur le fait d'aller plus vite et de pouvoir donc dégager plus de temps à la partie analyse en testant différentes méthodes et en se projetant sur différents scénarios de renouvellement de portefeuille. Voilà, je crois que ça a été clé pour donner envie à toutes les équipes parce qu'on parle d'un PO, mais c'est bien toutes les équipes qui ont suivi cette aventure et qui ont participé, je dirais, à la construction de ces outils. Et je crois que en contexte à distanciel, ça a été clé aussi pour faire cette bascule et travailler sur cet outil parce qu'on aurait très bien pu le mettre en production et continuer sur nos fichiers Excel. Donc il y avait un vrai pari. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà, et donc je crois que comme on était tous convaincus de la réalité de la promesse, on l'a tous fait avec plaisir.
Très bien, merci Charlotte. Donc je pense que l'on peut regarder maintenant s'il y a quelques J'ai juste questions. une dernière précision à apporter, puisque ça n'a pas été dit. Anaplan est aujourd'hui, bien sûr, est à la direction technique chez AG2R La Mondiale. Mais Muriel, tu as fait le choix aussi de prendre Anaplan pour gérer ton portefeuille de projets, qui est relativement conséquent et avec pas mal de projets aussi. Donc ça veut dire qu'on voit cet outil à travers une autre utilisation que le processus technique. Et j'ai cru comprendre, mais je ne suis pas tout à fait au fait, qu'il y a aussi la direction des comptabilités qui est intéressée par Anaplan et qui a commandé un POC qui s'est déroulé et qui sont assez confiants pour aller plus loin avec Anaplan. Donc vous voyez, Anaplan, c'est un outil un peu à l'image de Excel, qui sert au portefeuille de projet, qui sert à la transformation de la direction technique, mais qui peut servir aussi à la direction financière. Voilà. C'est juste parce que je tenais à le dire, parce que j'ai vu peu d'outils qui puissent s'adapter aussi facilement au métier qui est le nôtre, en fait, tout simplement. Voilà. Est-ce que tu as récupéré les questions? Alors, moi, je n'ai pas pu récupérer les questions, mais on les voit à l'écran. On les voit à l'écran. Alors, il va les prendre. En parlant de sourcing, quelles sources d'alimentation sont idéales? Quelles données comptables et quelle granularité? Et puis, toujours sur le sourcing, on nous dit, est-ce qu'on peut, alors là, ça va vous faire rire dans la salle, est-ce que les données sources peuvent venir d'un décisionnel existant ou faut-il créer un décisionnel propre à l'outil? Mais on l'a dit tout à l'heure, on se source depuis des infocentres, donc un décisionnel existant, bien évidemment. Je n'ai pas mentionné, mais dans notre retour d'expérience pour AG2R La Mondiale, on a même un petit décisionnel propre à la direction technique qui complète les données de gestion avec des paramètres techniques, etc. Le sourcing peut venir de n'importe où, pour peu que ça ait du sens, in fine, en termes de consolidation. Alors, est-ce qu'on va faire un décisionnel propre à Anaplan? Non. Non, en fait, comme je l'ai dit, on ne va pas faire un décisionnel propre, puisque l'essence même de Anaplan, c'est de prendre différentes sources et de permettre une consolidation. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien, à mon sens, distinguer les choses. Anaplan se source, sauf qu'on lui facilite la tâche en mettant en place la structuration des données, et on apporte la valeur ajoutée métier pour qu'un Anaplan puisse ensuite, suivant les calculs, etc., produire ces fameux comptes de résultats. Moi, je l'aborderai comme ça. Alors, il y a une autre question qui demande si ça a déjà été mis en place dans une direction technique pour une assurance vie. Voilà, une question. Et ensuite, on nous demande, nous, si on l'utilise pour faire de la tarification avec. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas, je peux répondre ou, Oui, bien sûr, c'est juste que la tarification, c'est juste c'est juste que c'est un autre use case, et en soi, évidemment, si on peut le faire sur Excel, on peut le faire sur Anaplan. Bien sûr. Voilà. Oui, parce qu'une tarification, c'est quoi en fait? C'est prendre différents paramètres, là c'est le cas, c'est possible dans Anaplan, et y appliquer les calculs. Donc c'est tout à fait faisable, c'est tout à fait envisageable. Pour une assurance vie, alors on ne produit pas les comptes de résultats pour l'assurance vie, à mon sens. On produit, alors en individuel ou en général, on produit en fin d'année les attestations, les fameuses attestations fiscales qu'on transfère et qu'on transmet. Mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, pour les besoins d'assurance vie, utiliser un Anaplan, parce que s'il y a des besoins de consolidation, il y a des besoins de restitution, il y a besoin de calcul, tout cela est permis dans un Anaplan, bien évidemment. Non, je pense que pour l'assurance vie, pour un suivi, si le sujet c'est des suivis de collecte, oui, suivant différents fonds, des suivis de provisions, oui, et comprendre l'évolution des provisions, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible à l'identique de ce qu'on a fait voilà, dans Anaplan. C'est ça. Et il y a une question sur les méthodes de PSAPS utilisées. Alors, je vous ai mentionné Chainleader, donc il y en a d'autres, je ne me souviens plus des noms. Il y en a d'autres, mais parce qu'on les a vus il y a quelques mois. Donc,
Mais il y a au moins 6 méthodes qu'on a utilisées. Ouais. C'est ça, on peut implémenter toutes vos méthodes. Enfin, je pense que ce qu'il faut voir, c'est que l'idée, c'est d'aller implémenter les différentes méthodes qui sont utilisées dans les directions. Et après, c'est l'utilisateur qui, en fonction du contexte, va faire le choix de la méthode qui est le plus adaptée. Voilà. Donc, l'intérêt par rapport à ce qu'il fait habituellement, notamment sous Excel, si c'est votre outil au quotidien, c'est que là, il y aura cette piste d'audit, comprendre pourquoi cette méthode, il y aura tous les indicateurs d'aide à la décision qui vont lui permettre de dire cette méthode est plus adaptée et me semble plus pertinente. Et de mémoire, on a eu 3 variantes de chain leader, 3 variantes. Oui, loss ratio, voilà, il pourrait y avoir, tout est imaginable après. Et une autre méthode qui nous a été présentée, donc je n'ai pas retenu le nom, qui portait un nom russe assez... Bon, voilà, donc pour vous dire qu'il y a différentes méthodes faisables et envisageables dans un implant. Et on peut mettre même des règles de gestion pour dire que sur certains portefeuilles, c'est ces méthodes-là, avec des habilitations aussi, tout est possible. Alors après, il y a une question qui va peut-être être pour Geoffroy. Est-il nécessaire de savoir programmer pour utiliser l'outil ? Pour les calculs plus complexes au sein de l'outil, qui remplacent les recherches V d'Excel, par exemple, boucles d'Ansys, etc., quel est le langage de programmation utilisé? Alors, c'est très compliqué. Un recherche V dans un implant, ça s'appelle un lookup. Non, pardon. Plus sérieusement, c'est vraiment très accessible pour des modèles builders métiers. À partir du moment où vous travaillez dans Excel et vous savez faire des formules dans Excel, dans un implant, on reprend la quasi-totalité des formules qu'on a dans Excel, donc ça se paramètre de la même manière. On peut imaginer, faire une analogie, un module dans un implant, ça correspond à une feuille dans un fichier Excel. Et comme on a plusieurs fichiers Excel, plusieurs onglets dans un fichier qui vont être connectés entre eux par des formules, ça fonctionne exactement de la même manière dans un implant, sauf que c'est collaboratif, c'est sécurisé, c'est beaucoup plus puissant, et c'est temps réel, évidemment. Et pas de limitation en termes de taille, parce que Excel est relativement limité quand même. Ouais, tout à fait. Alors, il y a un appel qui est fait pour faire de la justification de compte pour les directions comptables. Moi, là, je vais juste me permettre de répondre. C'est à partir du moment où vous avez la capacité à formaliser le processus que vous voulez industrialiser et bien identifier les jonctions, les analyses que vous voulez faire, oui, pourquoi pas. Je ne vois pas ce qu'on pourrait ne pas faire avec. Et alors, une question à Anne-Charlotte, avez-vous gardé de la liberté de calcul dans votre métier de tous les jours? On a une liberté de calcul, mais dans un appelant, en fait. Donc oui, on peut... À la fin, c'est quand même la personne qui analyse, qui va choisir ce qui lui semble le plus pertinent. Donc on a, oui, une liberté, mais avec ce souci d'avoir une traçabilité et une auditabilité qui sont clés dans nos métiers. S'il faut rajouter une fonctionnalité, il me semble, Charlotte, tu nous confirmeras, mais ça va extrêmement vite de rajouter une fonctionnalité, de modifier une fonctionnalité métier. Donc il n'y a vraiment vous avez vraiment une liberté d'action assez importante. Si je peux mettre juste une remarque, les cas d'usage, il me semble a priori qu'en France et partout dans le monde, sur un appelant, c'est très très rare d'identifier un cas d'usage qui serait fait sur Excel et qui ne serait pas reproductible sur un appelant. J'en ai a priori jamais rencontré, en tout cas en France. Donc c'est dire à quel point, à partir du moment où vous travaillez dans Excel, vous pouvez basculer sur un appelant sans aucun problème. Je dirais même des choses qui ont été développées dans SAS, en fonction de ce qu'on utilise dans les blocs de SAS. Attention, ce n'est pas un outil de data vis, qu'on soit bien clair là-dessus. Ça, on ne l'a pas dit depuis le début. Comme on est sur une communauté d'actuaires quand même derrière, ce n'est pas un outil de data vis. Anne-Charlotte pourra encore plus mieux l'expliciter que moi. Et oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut embarquer. J'insiste, à partir du moment où un process, on sait le définir, le chaîner, le modéliser, et qu'on veut faire des agrégats, des calculs, des projections, des simulations, avoir de la piste d'audit de ce qui a été fait pour pouvoir revenir dessus, avoir surtout, moi je pense, un partage en temps réel de ce que l'un fait, que d'autres peuvent le voir simultanément.
parce qu'on n'a pas beaucoup insisté là-dessus, mais voilà, on voit en temps réel ce que l'un fait, c'est-à-dire que le superviseur peut voir ce qu'un chargé de compte est en train de faire ou a fait sans bloquer son travail. Ça, c'est extrêmement important. A priori, on peut faire quand même beaucoup, beaucoup de choses. Très bien, merci. On a vu toutes les questions, Muriel? Je crois. Parce que c'est elle qui est à la manette. Oui, je crois, parce que Oui. la dernière, c'était la liberté de calcul. Oui. D'accord, très bien. Donc je pense que nous pouvons conclure. Oui. Merci à tout l'auditoire pour votre intérêt sur le sujet que nous vous avons proposé. Merci à tous les participants, en particulier Anne-Charlotte et Muriel, pour votre retour d'expérience et votre témoignage enthousiasmant. Nous vous transmettrons donc pour les participants un petit support reprenant les grandes lignes des différentes briques présentées. Donc il me reste à vous remercier tous et à vous souhaiter une très bonne journée. Et nous restons bien entendu à votre disposition pour toute autre question. Absolument. Merci. Au revoir. Merci Bonne journée à tous. Merci, Merci, bonne au revoir. journée.